États-Unis, quel avenir et surtout quel destin? On le sait, les États-Unis restent l'une des deux plus grandes puissances économiques au monde. C'est surtout la première puissance géopolitique mondiale. Et au-delà des enjeux d'actualité, des échéances électorales, les États-Unis sont profondément ancrés dans ce monde géopolitique. Et la question qui se pose, c'est de savoir quel va être l'avenir de ce pays dans le monde et surtout quel va être son destin en termes de puissance géopolitique. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment sur un jeu de nuances, puisqu'on a parlé d'avenir et de destin. Quand on pense destin, ça nous renvoie naturellement du côté de l'Antiquité, et j'ai envie de vous poser une question. Rome, Athènes, est-ce que c'est des scénarios qui sont valables pour penser la situation des États-Unis, la situation existentielle, j'ai envie de dire, des États-Unis, ou faut-il envisager d'autres scénarios? Peut-être qu'on peut débuter par Rome. Si Sparte et Rome ont péri, quel État peut espérer de durer toujours? Comment, à l'écoute de votre interrogation, Olivier, ne pas repenser spontanément à cette citation de Jean-Jacques Rousseau tirée du Contrat social, dont on voit bien qu'elle est en train de mettre en place tout de suite une sorte de résonance, d'alarme. J'ai presque envie de dire qu'elle est en train de tisser un linceul qui paraît presque obligatoire sur l'avenir de n'importe quel État, et qu'en réalité, la menace qui le surplombe est proportionnelle à la puissance qu'il aurait pu acquérir. Et pour surenchérir sur ce qu'on est en train de dire, on pourrait associer peut-être une œuvre plus moderne de Paul Kennedy, dans laquelle j'ai le sentiment que le titre résume tout, Naissance et déclin des grandes puissances, qui rappelle spontanément que la vocation des États, c'est certainement pas d'être éternel comme l'épithète qu'on a pu accorder à la ville de Rome, mais au contraire de connaître une fin dramatique. Et c'est, me semble-t-il, d'autant plus opportun à rappeler que c'est vrai que depuis 1945, on a le sentiment que les États-Unis sont tellement installés en termes de puissance dans le monde que, de mémoire d'homme, j'ai envie de dire en tout cas, parce que là, évidemment, tout pourrait être relatif en termes de court, moyen et long terme. Mais en réalité, de mémoire d'homme, ils sont installés. Et c'est vrai que la question telle qu'on est en train de se la poser peut paraître, de ce point de vue-là, peut-être vraiment incongrue, parce qu'on est tellement habitué à ce que les États-Unis soient là et qu'ils jouent de surcroît un rôle majeur qu'on pourrait penser qu'il n'y a même pas la question qui se pose. Or, on se rend bien compte, à travers Jean-Jacques Rousseau et à travers Paul Kennedy, que la question se pose justement bien et que, en réalité, là aussi, on pourrait revenir sur cette introduction que nous avait permis de mettre en place. Ça va bien au-delà des échéances électorales parce qu'il y a des enjeux là sur le long terme qu'il faut appréhender sur la puissance américaine pour s'interroger sur quelle peut être son évolution et sa fin. Alors justement, quel parcours, quelle fin pour les États-Unis, sur quel laps de temps et comment cela peut-il se produire? Et là, c'est vrai que la comparaison spontanée, c'est Rome. Alors, il y a déjà le symbole, n'est-ce pas, qui est très très présent, le Capitole, puisque je rappelle que le Capitole, c'est évidemment le nom qui est le symbole du pouvoir politique à Rome, SPQR, au nom du Sénat et du peuple romain. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est quand même le lieu du pouvoir aux États-Unis d'Amérique à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, pour prolonger peut-être un peu cette image, moi j'invite nos auditeurs à se remémorer ou à revisiter ou à revoir le générique de cette série House of Cards, qui est assez extraordinaire au départ, puisqu'on a bien cette vue plongeante sur le Capitole, dont d'ailleurs le début nous le met dans un contexte empreint d'une grande lumière, au soleil éclatant. Et puis au fur et à mesure où le générique se déroule, il y a comme une sorte d'ombre qui plane ou qui se met en place de par les nuages et qui bientôt nous emmène jusque dans la nuit. Une sorte d'ambiance d'ailleurs qui est confortée par une musique dramatique composée par Jeff Bean et qui finit par nous interroger sur le fait que ce siège de pouvoir a l'air de tomber dans le crépuscule. Là, on est déjà exactement il ne faut pas l'oublier, dans et la grandeur et la décadence de Rome sur laquelle on va revenir. Alors, au-delà des symboles, maintenant, ce qu'il faut, c'est s'interroger sur la pertinence ou la justesse d'une telle comparaison. Et là, me semble-t-il, ça nous ramène à l'ouvrage de Paul Kennedy, parce qu'il y a une chose qui est assez palpable, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de devenir une puissance militaire.
Et la phrase la plus importante ou la logique la plus importante à comprendre, c'est sont en train de devenir une puissance militaire ou sont en train de confirmer qu'ils sont une puissance militaire, ce qu'ils n'étaient pas, a fortiori au départ, parce que ce n'était pas l'axe majeur, alors qu'aujourd'hui, ça deviendrait l'axe majeur. Et là, pour s'en conforter davantage, il y a une première référence qui convient d'utiliser et qui doit venir en appoint de l'image qu'on a évoquée sur le Capitole, c'est le budget militaire américain pour l'année 2023. Parce que, comme on a eu l'opportunité dans certaines de nos séances précédentes que de l'évoquer, le budget militaire américain de 2023, donc tiré du Military Balance, c'est 905,5 milliards de dollars pour la seule année 2023. Et pour que ce chiffre soit totalement évocateur, on pourrait là aussi insister en disant que ça représente une somme globale qui est supérieure à la somme cumulée associée des 14 budgets suivants de la deuxième puissance à la 15e puissance. Mais on pourrait aussi surenchérir en faisant remarquer que le budget américain à lui seul, c'est 40,5% des dépenses militaires globales dans le monde. Donc quand on est en train de dire ça, on est en train manifestement de comprendre qu'alors que les États-Unis en 1945, c'est un pays dans lequel on construit 49% de la production industrielle, donc puissance industrielle, puissance économique. Aujourd'hui, on est dans un pays qui a un budget militaire qui représente 40%. Donc, on bascule d'une situation de puissance majoritairement économique, qui certes avait une composante militaire, à une puissance majoritairement militaire, qui certes a une composante économique. Là où ça devient intéressant, c'est que si maintenant, justement, on reprend l'ouvrage de Paul Kennedy, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'il fait remarquer que les États ou les grandes puissances passent de la naissance au sommet et au déclin, parce que, en réalité, dans ces séquences-là, les États sont d'abord naissants sur des puissances économiques industrielles, puis arrivent à concrétiser cette puissance d'un point de vue politique, mais en réalité, cette puissance politique finit toujours par se transformer en termes de puissance militaire. Et pourquoi, selon Paul Kennedy, cet élément est très important ? Parce qu'il est symbolique, paradoxalement, de déclin. Alors, quand on dit ça, on dit, tiens, c'est étonnant, alors on renforce sa puissance militaire et apparemment on glisse vers le déclin. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour avoir une puissance militaire qui s'accroît considérablement, il faut considérablement investir et on voit bien qu'il y a un montant qui est accordé aux puissances militaires qui ne cesse de croître de façon exponentielle et tout le paradoxe consiste dans le fait que si cette puissance militaire paraît effectivement crédible, on n'a pas à l'utiliser, donc en réalité, on est en train d'investir à fond perdu sur des sommes qui seraient bien mieux utilisées par ailleurs en termes de logistique, on y reviendra, ou en termes d'investissement. Il y a un deuxième point qui est aussi intéressant à souligner, c'est qu'en réalité, si on a besoin de surinvestir d'un point de vue militaire, c'est que sa puissance n'apparaît plus spontanément comme crédible. Sinon, on n'aurait pas besoin de l'étayer par manifestement, pour reprendre des termes qu'on pourrait associer à Rome, la présence d'un glaive qui se renforce toujours davantage. Et puis, il y a un troisième point qui est assez intéressant aussi à noter, c'est que finalement, là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le fait qu'on puisse étendre de plus en plus son emprise ou son hégémonie politique nécessite qu'on puisse l'asseoir davantage en termes de sécurité, qu'on puisse sécuriser ces lignes d'approvisionnement qui s'étirent de plus en plus. Et donc, finalement, on se rend compte à l'image de Peter Bender dans un ouvrage qu'il avait écrit au début du XXIe siècle, l'Amérique, Nouvelle Rome, l'engrenage de la puissance, que justement là, il y a un engrenage qui est en train de se mettre en place, mais qu'il est en train de paver le succès passé de la défaite future, parce qu'en réalité là, on se trouve sur une surextension impériale, et que c'est cette surextension impériale qui finalement est beaucoup plus synonyme de déclin qu'elle serait synonyme d'emprise renforcée. Donc en fait, à la fin, Rome tombe, et comme le rappelle l'un des plus grands historiens du XVIIIe siècle britannique de Gibbon, on passe de la décadence de Rome à la chute de Rome. Ça n'est pas une perspective totalement réjouissante pour les États-Unis, ce qu'on est en train de tracer là. Effectivement, je vous propose donc de quitter Rome pour envisager peut-être un autre scénario, on verra s'il est plus optimiste, celui d'Athènes. Alors ça, c'est un scénario qui est assez intéressant parce que d'abord, c'est un scénario qui est antérieur, puisqu'il faut se rappeler que le moment privilégié d'Athènes, c'est plutôt le 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que la quintessence de la puissance romaine, c'est plutôt 2 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 2 siècles après Jésus-Christ. Donc là, paradoxalement, on est en train de remonter le temps en même temps qu'on progresse. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on se retrouve aussi dans une situation où il y a une puissance militaire,
Mais là, on retrouve d'abord la première nuance sur laquelle j'insiste parce que je souhaiterais que nos auditeurs l'entendent, surtout dans la perspective de notre conclusion future, c'est que ça n'est pas une puissance militaire initiale, mais une puissance militaire qui est venue en renfort de d'abord une puissance culturelle, une puissance artistique, une puissance politique. Alors on voit bien l'image spontanément qu'Athènes nous envoie quand même. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple d'Athènes et qui vient nous apporter un élément supplémentaire, c'est que cette puissance-là, par contre, ne se suffit pas elle-même. Elle prend tout son essor ou son importance dans le cadre d'une alliance. Et là, c'est la Ligue de Délos, telle que d'ailleurs, on va y venir, l'explique très très bien Emmanuel Todd dans son ouvrage « Après l'Empire ». Et l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, durant les guerres contre l'Empire perse, Athènes est la puissance grecque principale, mais évidemment n'a pas la possibilité de lutter seule face à l'Empire perse, donc elle a besoin de toute une communauté des cités grecques qui, elles-mêmes étant toutes séparément trop petites, confient leur sécurité à travers le trésor de Délos à Athènes, qui est chargé d'assurer le financement finalement de la coalition grecque. Et comment ne pas penser spontanément, eu égard à ce qu'on est en train de dire, aux États-Unis et à l'OTAN avec l'ensemble des alliés qui seraient en train de rejoindre les États-Unis. On pourrait même aller plus loin avec l'AUKUS et le Quad, même si les logiques sont différentes. C'est d'autant plus intéressant que ce dont on se rend compte là, c'est que cette évolution, comme le souligne Emmanuel Todd, elle est due au fait que les États-Unis, et ça c'est une grille de lecture qu'il a eue très tôt, il y a une vingtaine d'années, sont en train de s'appauvrir parce qu'il part de l'analyse de la balance commerciale des États-Unis d'Amérique, dont il constate qu'elle est déficitaire. Je demande à nos auditeurs de bien nous entendre sur tous les secteurs économiques, premier, deuxième et troisième secteur, mais avec la totalité des pays, et qu'en réalité les États-Unis vivent donc à crédit, et que donc ils peuvent se payer leur armée sur des budgets considérables, parce qu'en réalité, c'est le déficit de leur balance commerciale dont les pays leur autorisent toujours que de l'avoir, parce qu'on lui prête une puissance économique et une puissance militaire qui leur permettent de financer leur machine militaire. Donc là, on se rend bien compte que c'est assez intéressant. Seulement là, l'exemple aussi nous amène sur une fin qui peut paraître un peu paradoxale, parce que ce qu'on ne peut pas manquer de remarquer, c'est qu'en renforçant autant son assise militaire, finalement, comme dans l'exemple précédent, Athènes est en train de paver son avenir de sa défaite future, puisqu'en réalité, elle surinvestit de façon militaire et elle est en train de se vider de ce substrat qui avait fait son vrai attrait, à savoir toutes ses capacités qu'on appellerait aujourd'hui de soft power ou politique. Donc on a le sentiment finalement que ce deuxième exemple ne nous amène pas sur un avenir qui serait plus intéressant. Rome, Athènes, maintenant peut-être qu'on peut rester dans la même période historique avec l'ennemi d'Athènes, Sparte. Oui, alors là, la comparaison est beaucoup plus étonnante, ou en tout cas, elle est beaucoup moins spontanée. Parce que, pour dire clairement les choses, si Athènes, c'est la démocratie, Sparte, c'est quand même l'image d'une cité très atypique par rapport aux autres cités grecques, parce que la société spartiate est totalement construite. Ça, c'est différent, je demande à nos auditeurs de bien comprendre. Ce n'est pas juste le fait d'avoir une armée. Sparte est totalement construite sur une société pour lesquelles les valeurs militaires, la hiérarchie militaire, j'ai presque envie de dire même les références, la poésie ou la communication sont militaires. Et en plus, une société qui est assez directive ou centralisée en termes de système politique. Donc, on pourrait être étonné quand même de cette comparaison, dont on voit bien que quand même elle est en train, a priori, de nous éloigner des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est pour ça que cette comparaison, si vous me le permettez, elle ne pourrait être qu'indirecte. Mais si elle est étonnante, elle est si indirecte, pourtant elle est faite. Parce que quand on reprend l'ouvrage de Graham Allison, Le piège de Thucydide, l'Amérique et la Chine, enfin vers la guerre, l'Amérique et la Chine, et le piège de Thucydide, ça c'est un élément, je trouve, qu'on évoque peu souvent. Parce que tout le monde a bien compris qu'on partait du principe que c'est une comparaison qui est faite entre une situation géopolitique antique et une situation géopolitique actuelle. Et on connaît bien la dynamique ou la problématique par ailleurs qu'on avait été amené ensemble à traiter dans un rendez-vous de la géopolitique précédent qu'on avait consacré
à l'ouvrage de Graham Allison, Vers la guerre. Donc on sait bien qu'en réalité, la guerre, dans certains cas, ne serait pas déclenchée pour des raisons objectives, mais parce que la puissance qui est installée et qui est hégémonique se retrouve à avoir de plus en plus peur d'une puissance rivale concurrente qui monte à une très très grande vitesse, et que cette peur est en train de tourner à l'obsession, et que l'obsession est telle que la puissance en place préfère déclencher une guerre préventive pour éviter que son rôle soit définitivement remis en cause. Donc là, ce n'est pas du tout la similitude des sociétés qui compte, c'est la similitude de la situation, parce qu'on se retrouve de facto, paradoxalement, avec une situation dans laquelle les États-Unis seraient Sparte, ce qui encore une fois est un peu étonnant. Alors là, ce qu'il faut comprendre pour insister, c'est que d'ailleurs, quand on parle de Sparte, on n'associerait plus forcément le royaume de Prusse à Sparte que les États-Unis d'Amérique. Et là, je renvoie à un ouvrage de Christopher Clark sur la Prusse, et puis à 2 séances qui, à mon sens, permettent totalement à nos éditeurs qui le souhaiteraient de retrouver ce que c'est que cette singularité, je crois qu'on peut utiliser ce terme-là, d'une société qui est vraiment profondément ancrée dans les démarches militaires, à savoir celle qu'on avait fait sur Frédéric II, l'unique, et celle sur Karl von Clausewitz, même si finalement c'était un stratège qui nous amène à la paix. On voit bien que là, on est sur une société dont tout est construit autour du militaire. Encore une fois, ce n'est pas le cas des États-Unis, même si l'armée y prend une place de plus en plus importante. Donc on voit bien que là, déjà, on est censé avoir une première hésitation, même si la comparaison en termes de positionnement géopolitique est assez judicieuse. Mais là où la comparaison devient de plus en plus compliquée, c'est que pour qu'elle soit effective, encore aurait-il fallu que Sparte se retrouve dans la même situation en termes de moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se retrouve véritablement sur une puissance hégémonique dont le rôle est majeur pour le destin du monde. C'est vraiment l'intitulé de notre problématique. Alors il n'est pas contestable que justement, dans l'œuvre de Thucydide, titre éponyme La guerre du Péloponnèse, on voit bien que Sparte rentre en guerre contre Athènes, comme vous l'avez rappelé, mais ça c'est dans le monde grec, et il n'a jamais été question pour Sparte, ne serait-ce que d'avoir l'esprit que de rivaliser avec l'Empire perse. Donc là, on est sur une modicité de moyens et d'envergure qui fait que la comparaison paraît difficile. D'ailleurs, à cet égard, permettez-moi de rappeler un événement qui, me semble-t-il, achèvera de nous convaincre de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que celui qui va se lancer à la conquête de l'Empire perse, c'est Alexandre le Grand. Et en 331, quand Alexandre le Grand va être mis au courant que les Spartiates sont en train de mener une guerre locale contre d'autres cités grecques, Alexandre le Grand, c'est ce que rappelle Nicolas Richer dans son ouvrage « Sparte, cité des arts, des armes et des lois », Alexandre le Grand réagira de façon sibylline en disant « c'est une bataille de souris ». Donc pour dire clairement les choses, pas totalement convaincant. Là, en termes de rapport, finalement, la comparaison avec Sparte a aussi des limites. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de point de comparaison pour la puissance géopolitique américaine et l'univers, le monde, la période antique? Si. Et laquelle? Si. Il y a une comparaison qu'on peut faire. Parce que là, si comparaison il doit y avoir, ce qu'il faudrait commencer, c'est par essayer de caractériser ce qu'est la société américaine pour essayer de voir à quoi ressemblerait-elle, le cas échéant. Évidemment, on ne parle pas en termes de technologie ou d'essor technologique, mais on parle en termes de rapports sociétaux ou d'axes majeurs. Parce que quand on a évoqué l'ouvrage de Peter Bender tout à l'heure sur justement l'Amérique Nouvelle-Rome, il y a une chose qui dit assez spontanément, c'est que la comparaison n'est pas forcément très facile à faire. Parce que Rome, c'est une puissance continentale, c'est une puissance politique et c'est une puissance terrestre. Et quand on regarde les États-Unis, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une puissance maritime, que c'est une puissance commerciale et que c'est presque plus une puissance culturelle. Puissance maritime, puissance commerciale, puissance culturelle, c'est Carthage. Je ne suis pas totalement convaincu que la comparaison avec Carthage assure aux États-Unis un destin qui serait plus heureux. Mais justement, en fait, dans les exemples que vous venez de citer, les comparaisons, on voit que c'est des situations d'effondrement. Or, avec la puissance militaire américaine que vous avez rappelée, on imagine mal ce destin pour les États-Unis. Oui, c'est très juste.
Et pour s'en convaincre davantage, il suffira peut-être que de mettre en avant deux arguments supplémentaires. D'abord, quand on regarde aujourd'hui l'armée américaine, ce qui est sidérant dans tous les sens du terme, c'est de voir l'étendue de la panoplie de l'armée américaine telle qu'elle en dispose aujourd'hui. Et s'il fallait vraiment s'en convaincre davantage, moi j'invite nos auditeurs à revenir vers un ouvrage de Philippe Rechardeau. C'est important de rappeler que c'est un ouvrage de 2005, donc en plus on voit bien qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui serait nouveau. Et en réalité, on va des armes de poing, le Colt, le M16, en passant jusqu'aux missiles nucléaires, en passant par le porte-avions. Je soulignerai d'ailleurs que ce qui est intéressant dans cet ouvrage 2005, qui est en plus une deuxième édition, donc on voit bien qu'il y a une pérennisation de ce développement de puissance militaire, qui fait que, en réalité, dans le sommaire, on se rend compte qu'ils étaient déjà en place avec des drones d'observation. Je dis bien ça, c'est il y a une vingtaine d'années. Donc là, rien que cet élément-là, de par l'étendue de ce qu'on est en train de dire, montre la puissance de l'armée américaine. Et d'ailleurs, quand on aborde cet ouvrage qu'on vient de citer de Philippe Rechardeau, on arrive très vite à un sentiment que d'appréhender un catalogue. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'évoquer des armes, leur quantité, et non seulement c'est leur quantité qui est assez impressionnante, mais c'est en plus leur degré ou leur niveau technologique. Et puis, s'il y avait encore quelques sceptiques, je les invite à procéder à un calcul. Et on va peut-être, pour une fois, se mettre en situation que d'extrapoler quelques chiffres pour être totalement sûr qu'on en comprend leur importance. Parce que tout à l'heure, on a dit que le budget militaire américain pour la seule année 2023, c'était 905,5 milliards de dollars, n'est-ce pas Olivier ? Bon. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait que 905,5 milliards de dollars, c'est 51 000 dollars dépensés par heure depuis 2024 ans. C'est-à-dire que, en fait, le seul budget des États-Unis en 2023, s'il fallait le projeter depuis la naissance de Jésus-Christ, fait que les États-Unis auraient dépensé chaque heure depuis 2024 ans 51 000 dollars pour leur seul budget 2023. Est-il besoin de préciser que nous avons affaire là à une puissance militaire telle qu'effectivement, les destins tels qu'on a l'air de les montrer n'ont pas l'air de pouvoir se mettre en place, ou en tout cas, pas sous cette forme-là. Alors vous aviez débuté en parlant de mémoire d'homme, de cette puissance américaine qui semble parfaitement établie. Nous sommes revenus sur l'histoire, et là aussi on a l'impression qu'on est au-delà de la comparaison. Est-ce qu'il y a quand même un modèle ou quelque chose qui peut nous ramener au monde ? Bah oui, il y en a un. Surtout s'il s'agit de se rappeler ou de se ramener au monde américain. Il y a tout simplement l'exemple américain. Parce que là, il y a 2 ou 3 caractéristiques quand on va regarder l'histoire des États-Unis qui vont nous permettre de peut-être mieux comprendre quel est l'avenir qui semble se dessiner et quel est le destin qui semble se profiler. D'abord, il faut rappeler une chose qui me paraît très très importante, c'est que la société américaine aujourd'hui est profondément divisée. On peut même se demander si dans l'histoire, il y a eu énormément de temps dans lesquels la société américaine a été aussi divisée dans une logique de heurts ou de confrontation. Et on peut répondre par l'affirmative parce qu'il y a évidemment un moment, mais c'est un moment de guerre civile parce que c'est la guerre de sécession. Et là, si on repense à cette guerre entre 1861 et 1865, et là, il y a un ouvrage qui est assez intéressant de Vincent Bernard sur la guerre de sécession. Le sous-titre qui l'accompagne est assez intéressant, c'est la Grande Guerre américaine. Parce qu'en réalité, ça on avait déjà eu l'occasion de le dire, on considère aujourd'hui que cette guerre a fait 800 000 morts. Mais pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que c'est le conflit le plus meurtrier dans l'histoire des États-Unis. Et on voit bien que ce n'est pas forcément une menace extérieure qui pourrait faire en sorte que cette puissance s'affaisse sur elle-même, mais c'est plutôt les dissensions internes qui pourraient lézarder de l'intérieur cette puissance. Et c'est intéressant à conjuguer avec un deuxième paramètre ou un deuxième facteur que nous apprend l'histoire des États-Unis, c'est qu'en réalité aujourd'hui on se retrouve dans une société dont on voit bien que la logistique,
les infrastructures, les réseaux routiers rentrent quand même dans une logique d'affaiblissement parce que les investissements ont été beaucoup plus réduits que ce qu'il n'est fallu. Et il faut rappeler deux choses intéressantes. C'est qu'après la Grande Dépression de 1929, le candidat démocrate lors de la convention de Chicago avait dit qu'il était important de mettre en place une nouvelle donne, et ça sera le fameux New Deal. Mais ce qu'il faut rappeler sur le New Deal, ça c'est pas assez dit, c'est qu'en réalité ça a amené les États-Unis à totalement se recentrer sur eux-mêmes et à faire d'ailleurs des barrières douanières et à se couper du monde. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'en termes de finalité économique, on n'est pas très loin d'une démarche qui avait été mise en place dans laquelle il s'agissait là aussi de se recentrer sur les États-Unis pour leur rendre leur grandeur. Et je rappelle que le slogan « Let's make America great again », c'est pas du tout un nouveau slogan du XXIe siècle, mais c'est bien un slogan inventé par le président Ronald Reagan dans les années 80, ce qui me permet de montrer d'ailleurs que qu'on soit démocrate ou qu'on soit républicain, à l'heure actuelle, on est plutôt concentré sur l'intérieur des États-Unis, ce qui peut forcément nous amener sur un troisième point, c'est que les États-Unis ont l'air d'avoir une sorte de propension à être en train de quitter le monde. Et ça, c'est d'autant plus important à noter que là, peut-être troisième surprise, on est en train de se remémorer tout d'un coup que la vraie démarche historique des États-Unis dans leur rapport au monde, c'est l'isolationnisme. Parce que là, on se laisse abuser par les 20 ou les 30 dernières années. Mais si on se laisse abuser par les 20 ou les 30 dernières années dans lesquelles, évidemment, il y a eu un interventionnisme américain très important, mais on oublie que le réflexe américain traditionnel, c'est plutôt de rester centré sur lui et de se couper du monde. Et c'est le fameux discours du 5e président des États-Unis, James Monroe, fait le 2 décembre 1823, à l'occasion de son discours annuel, dans lequel il est en train de mettre la doctrine Monroe, qui consiste à dire, nous, c'est l'Amérique aux Américains et le reste du monde, not our business, je serais tenté de dire. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, paradoxalement, l'affaiblissement des États-Unis, le retrait des États-Unis dans le monde, serait certainement plus dû à des choix stratégiques internes aux États-Unis qu'à une rivalité dont on voit bien que c'est la limite des rapports historiques. Et là, il y a deux perspectives qui se mettent en place. Parce que là, il y a soit le retrait est partiel, parce qu'en réalité, les États-Unis considèrent qu'il faut qu'ils continuent à faire attention à une partie du monde, mais qu'il faut qu'ils arrêtent de se disperser, un petit peu comme ils y étaient condamnés par leur rôle de superpuissance, qui les amenait invariablement, peut-être même parfois malgré eux, à jouer un rôle de gendarme dans le monde, auquel leur statut les poussait à être soumis ou leur incombait. Et donc en fait, là, on sentirait qu'ils seraient en train de rassembler leurs forces pour les concentrer sur les axes stratégiques dont ils auraient le sentiment qu'ils soient les plus importants, mais ce qui les amènerait plutôt à délaisser toute une partie partielle, le reste du monde. Et puis, il y a un retrait qui serait plus complet ou plus total et qui nous ramènerait à l'isolationnisme. Ça pourrait être la résultante d'un choix, mais ça pourrait être aussi la résultante d'un choix auquel on combinerait la pression que d'avoir à totalement refonder la société américaine. Nous y voilà, nouvelle donne. Concentrons-nous à la fois sur le fait de reconstruire une Amérique plus importante, parce qu'il y a toutes les infrastructures à reconstruire, parce qu'on sait bien que de par les différences en termes de taux de natalité, il y a des équilibres à retrouver dans la société américaine. Et donc là, on se retrouvait sur un monde dans lequel tout d'un coup, les États-Unis seraient en train de sortir. Et là, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'il ne s'agit plus tellement que de s'interroger sur l'avenir ou le destin des États-Unis, mais de par le poids des États-Unis qu'ont dans le monde, de plutôt voir quelle influence ça ne manquera pas d'avoir sur le destin du monde au XXIe siècle en géopolitique. Et je vous remercie Fabrice pour ce renversement de la question qui nous amène à un tout autre sujet, tout aussi profond, stimulant, dynamique, et j'espère que nous le traiterons. C'est terminé pour ce rendez-vous de la géopolitique. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. Merci à toutes, merci à tous.